Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Bon, c'est toujours difficile de parler en dernier parce que beaucoup de choses ont été dites. Alors moi, je vais partir d'une vision un petit peu académique et d'un travail que je mène depuis 5 ans sur l'avenir de la fonction RH, puisque à Sciences Po, j'ai en charge le module transformation digitale et fonction RH. Je vous ai mis une image déjà pour planter le décor, parce que ce qui me marque dans un premier temps, c'est le RH bashing de l'année 2015, qui est monstrueux, et on va essayer de voir pourquoi. Et du coup, la métaphore avec le taxi s'avère tout à fait pertinente, puisque pour qu'il y ait désintermédiation, il faut qu'il y ait une expérience client insatisfaisante, et cette expérience client insatisfaisante crée l'opportunité pour un nouvel acteur, une plateforme, par exemple, de reprendre et de réintermédier dans un deuxième temps. Donc on va voir 2 points, 5 minutes sur qu'est-ce qu'on nous reproche, et puis sur 5 minutes, quelques solutions qu'on a vues avec François au sein de l'Executive Master pour essayer de sauver les meubles. Ce qui est assez fascinant sur le RH bashing, c'est qu'il est généralisé à l'ensemble de nos clients. Vous savez, il y a des boîtes qui satisfassent certaines de leurs parties prenantes et pas d'autres. Et nous, en fait, tout le monde est insatisfait. Les experts, les profs, les dirigeants, les managers, les salariés, les partenaires sociaux et la société dans son ensemble. Donc le bilan est assez lourd. Si on commence par les experts, parce que c'est une mode, le RH bashing pour moi, une mode démarre toujours aux États-Unis et est toujours portée par un gourou. Puis après, une grande multinationale américaine l'implante, la diffuse, et puis comme Google l'a fait, Danone le fait, puis comme Danone le fait, la PME du coin le fait. Et puis le même gourou 10 ans après nous dit « En fait, je me suis trompé », et puis il nous invente une nouvelle mode. Donc là, c'est Kate Amont, en 2005, qui nous a fait un article retentissant, plus d'1 million de pages vues sur les réseaux sociaux, « Pourquoi je déteste les ressources humaines ». Et puis pendant 10 ans, vous avez un petit peu oublié, et puis l'année 2015, les anti-RH ont repris la main, et notamment Peter Capelli, qui est l'équivalent de Dave Ulrich aux États-Unis, qui nous a sorti dans la Harvard Business Review « Il est temps de faire exploser les RH », avec une phrase assez forte « Pourquoi avons-nous besoin de recruter quelqu'un qui va nous pourrir la vie ?» C'est gentil, vous allez voir que là, pour le coup, on est... Bon, ça, c'est côté expert. Le problème, c'est que on a nos dirigeants qui sont pas très contents non plus, on connaît leurs arguments, je serai toujours d'ailleurs très honnête avec un double langage, mais nos RH sont tous sauf des stratèges, ils sont pas des business partners, ils coûtent cher, ils n'arrivent pas à savoir la valeur qu'ils créent et puis ils apportent aucune valeur, c'est des centres de coûts, ils sont auto-centrés sur eux. Alors nos salariés disent exactement le contraire, parce que je pense que c'est la difficulté de cette fonction, contrairement au taxi, on n'a pas qu'un seul client, alors eux c'est le contraire, c'est des suppôts de la direction, c'est pas des champions des salariés, ils font des décisions injustes, ils discriminent, ils annoncent que des mauvaises nouvelles. Puis après, alors on a les managers et ils nous disent aussi autre chose. Ils nous font faire des tâches que l'on déteste, l'entretien annuel d'évaluation, le reporting. Ils travaillent que pour eux et en plus c'est des usines à gaz, on n'y comprend rien et puis on remplit des trucs et on n'a jamais le retour. Mais alors satisfaire toutes ces critiques, c'est chaud puisqu'en fait elles ne sont pas de même nature. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut résoudre ça. Et puis la société s'en mêle. Je n'ai pas vu un film depuis 20 ans quand il y a un DRH dans le film, c'est le méchant. On a l'impression que, comme dans les films américains, c'est le russe ou l'afghan. À chaque fois, il est pervers, il est manipulateur. Donc c'est assez curieux. Puis, bon, bien sûr, il y a le contexte de crise qui contribue fortement. DRH, c'est les PSE, les licenciements, la discrimination et le chômage. Et mon choc, c'est la chanson d'Anaïs de l'année dernière, DRH. D comme déconnecté, R comme brasseur d'air, H comme H de guerre, DRH, plus d'1 million de vues sur YouTube. Donc il y a des raisons de s'inquiéter, puisque a priori, l'ensemble de nos clients sont insatisfaits. C'est peut-être un problème de faire savoir. C'est pas suffisamment valorisé ce qu'on fait. Il y a peut-être certaines critiques qu'on peut reprendre à son compte. En tout cas, il faut reconquérir ces parties prenantes. Et on a sélectionné avec François 6 pistes. Parmi les 50 ou les centaines que vous pourrez voir pour ceux qui suivront le programme. La première, ça paraît un peu fou, mais et j'ai une vraie conviction là-dessus, c'est pas une fonction humaine qu'il faut devenir, il faut devenir une fonction surhumaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le monde digital, le digital peut prendre en charge un certain nombre de tâches, on l'a bien vu avec l'Internet des objets, avec les indicateurs, avec un certain nombre d'applis, etc. Et du coup, le DRH ne peut pas dire « je n'ai pas le temps, je suis scotché au sol par mes contraintes juridiques ».
Je n'ai pas le temps. Je dois mettre en place un certain nombre de processus légaux et administratifs. Il est obligé, lui, à partir du moment où demain peut-être ces fonctions-là seront en partie traitées par des applis, d'incarner ce qu'il aurait toujours dû être, c'est le côté humain de la fonction. Or, je crois qu'on s'est trompé avec ce concept de RH Business Partner. Le RH de business... D'ailleurs, Dave Ulrich nous critique énormément dans le monde en nous disant « Vous n'avez rien compris à mon modèle ». Moi, j'avais expliqué qu'en fait, un DRH, c'était un expert administratif, un champion des salariés, un partenaire stratégique et un acteur du changement. Les gens ont compris que champion des salariés, expert administratif, c'était nul, et que le bon DRH, c'est celui qui faisait que de la stratégie. Ce qui a amené un certain nombre de membres de la fonction à prendre une expertise très gestionnaire, très technologique, très financière, mais en oubliant son rôle de champion des salariés. Et là, je te rejoins, Xavier. Du coup, il n'y a pas d'expérience utilisateur, on ne traite pas son employé comme un client, et ainsi de suite. Donc, ce qui est fou, c'est que le métier de DRH, il ne veut pas se faire ubériser, c'est de reconquérir l'humain. Connaître la psychologie, connaître la sociologie, connaître ce qui engage ou ce qui dégage, parce que les enquêtes de type ADP Disconnect sont catastrophiques. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 12% des salariés qui nous font confiance pour établir une feuille de paye juste. Et c'est là où on est scoré en 1. Parce que sur l'entretien d'embauche, 4% nous pensent capables de choisir le meilleur candidat. Enquête mondiale. Il n'y a pas de RH bashing en France, il y a un RH bashing mondial. Et ça veut dire que dans un monde digital, à partir du moment où on passe la plupart de notre temps avec notre smartphone, et ça tout le monde l'a bien rappelé, quand on voit des gens, on a envie qu'ils nous enchantent. Et la fonction RH a la même problématique qu'une agence bancaire. Le problème, c'est pas de savoir s'il en faut ou s'il en faut pas, c'est que quand on y va, on veut avoir une expérience supérieure à l'appli qu'on a chez nous avec notre ordi. Donc la fonction RH devra créer des temps d'enchantement avec les gens. Et on l'a perdu, c'est fou, c'était le cœur du métier. La deuxième piste, et alors ça j'y crois énormément, c'est que le DRH doit mettre les mains dans le cambouis, parce que la légitimité de statut ne fonctionne plus. Donc on ne peut plus dire « nous sommes des RH, nous avons de grands projets pour vous, nous allons vous transformer, nous allons vous rendre agile, digital. » Oui, mais toi, t'es comment ? Écoute, moi le digital, je suis pas très bon. Donc j'ai la conviction qu'aujourd'hui, pour entraîner, pour être le leader de la transformation, il faut avoir soi-même expérimenté. Et ça répond à ta question. Si on doit demain tester un logiciel Big Data, pourquoi ne pas prendre comme cobaye la fonction RH et après dire, on l'a testé nous-mêmes, regardez ça marche, etc. La fonction RH doit être le leader de l'innovation, elle doit être elle-même innovante. Même demain, dans des reporting RH, ça me semblerait assez logique de dire cette année, nous avions 50 offres RH, nous en avons créé 10 de plus, comme un responsable marketing innovation explique que le pourcentage de chiffre d'affaires sur les produits nouveaux de l'année 2015 correspond à 30% son chiffre d'affaires derrière. Ça veut bien dire du coup, et ça vous l'avez très bien dit, être un bricoleur, être un testeur, changer de culture, essayer, tester, renoncer, réessayer. Le droit à l'erreur n'est pas un problème. Ce qui pose problème dans la vie, c'est de faire 2 fois la même erreur. Mais en faire une fois, l'intégrer et pouvoir progresser ne pose aucun problème. Et c'est effectivement votre culture dans les startups, la culture de Google, etc. Pour info, Google fait 2 entretiens annuels d'évaluation, et pas un seul, et regarde et suit ses salariés toutes les semaines, par contre. C'est pas l'évaluation qui a disparu. C'est la photo une fois par an. Qu'est-ce que t'es devenu ? On se revoit dans un an. Allez, à la prochaine, bonnes vacances. Donc il faut lutter contre notre prudence culturelle. Et il faut arrêter les discours. Il y a une défiance, il y a une défiance des politiques, il y a une défiance de toutes les discussions. Ils parlent, mais ils ne font pas. Donc faire, et par l'exemple, avoir une capacité d'entraînement. Troisième point, je ne crois pas du tout, moi, à ce que nous dit Peter Capelli. Écoutez, oubliez l'administratif, oubliez le bas de gamme, et centrez-vous sur l'important, le people et le talent. D'ailleurs, c'est marrant comme DRH est devenu un nom honteux. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de DRH qui se débaptisent. DRH d'accord, c'est DRH people et culture. Le DRH de la Française des Jeux, transformation et relations. Alors, bon, c'est pas très grave, personnel, c'était notre ancien nom, on a fini par y renoncer. Ce qui me perturbe plus là, c'est que personne ne prend le même nom.
Donc chacun essaye de trouver une solution d'être sauvé de la ubérisation en se disant « Ah non, moi je suis pas RH, Et chacun est différent. Alors je pense moi qu'un DRH doit devenir ambidextre. C'est-à-dire doit savoir avoir ce qu'on appelle une posture basse, c'est-à-dire tirer le meilleur parti des outils digitaux, faire du ROI, faire du business, c'est évident, réguler, la fonction de régulation, on voit bien, est extrêmement importante. Et puis dans le même temps, avoir une posture haute, et là, incarner l'humain, être dans le relationnel, etc. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, et savoir à quel moment on apporte sur la dimension haute ou sur la dimension basse. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense d'ailleurs que demain, ceux qui abandonneraient au DAF la partie administrative ou à un Chief of Digital Transformation la partie digitale, deviendrait une monofonction qui, à terme, serait en risque d'être digitalisée ou ubérisée. Troisième point, et ça explique peut-être ces changements et de noms assez variés, ce qui est assez compliqué dans le modèle du digital, et Blablacar l'a très bien expliqué, c'est que c'est la fin des benchmarks, c'est la fin des clones, c'est la fin des copier-coller. Ah, il a fait l'entreprise libérée, je vais faire l'entreprise libérée. Ah, il a fait du lean management, je vais faire du lean management. Ah, il a un baby, je vais faire du baby. Parce qu'en plus, déjà, souvent, la mode n'est pas comprise. On pense que fun, c'est baby. Non, fun, c'est pas que baby. Ce fun, j'imagine qu'il y a tout un ensemble d'éléments d'eux. Donc, chaque entreprise doit faire un travail pour savoir quelle est sa singularité, du coup, quelle est sa configuration, et au sein de cette configuration, être en capacité d'être aligné, c'est ça qui est extrêmement difficile. Comment ma politique de recrutement est alignée avec ma politique de formation, qui est alignée avec mon style de management, qui est alignée avec mon ambiance de travail. Le gros problème de nos grosses organisations, c'est bien souvent de faire des injonctions paradoxales qui fait que ça perd le candidat. Et exactement ce que tu as dit, il y a une expérience là et puis c'est pas la même expérience après. Et aligné verticalement avec le business. Et ça, du coup, chaque entreprise doit trouver sa configuration. Et donc, c'est la fin d'une forme de flemmardise, qui consistait à voir que le plus connu et le plus gros avaient fait un joli camion, et donc on voulait le même pour avoir l'impression aussi d'être beau et gros. Cinquième point, c'est énorme comme challenge pour la fonction, mais c'est énorme aussi comme challenge pour les managers. Superwoman, Wonder Woman, Superman, c'est fini. Une fonction RH doit se vivre comme une Dream Team. Et qu'est-ce qu'une Dream Team? Et ça va. J'avais adoré le bouquin de François sur DRH du CAC 40. Une Dream Team, c'est que si je prends un DRH business, ça ne me pose aucun problème, sauf si le DRH business ne pense la fonction RH que comme du business. Si je prends un DRH de métier, ça ne me pose aucun problème, sauf si le DRH métier est nul en business. Si je prends un DRH techno, ça ne me pose aucun problème, etc. Donc ça veut dire que beaucoup plus que par le passé, c'est la constitution d'une Dream Team avec un pro techno, un pro digital, un pro financier, un pro marketing, etc. Ce qu'on appelle les mad skills. Moi, j'en suis plus aux soft skills, j'en suis aux mad skills, c'est-à-dire avoir des rebelles constructifs, des gens atypiques. Parce que ce monde digital est tellement monstrueux en termes d'hyper-compétitivité de challenge qu'on ne peut y arriver que dans un collectif, mais on n'a pas pris des gens qui nous ressemblaient, mais on a pris au contraire la meilleure équipe pour faire face à tous les imprévus qui vont nous tomber sur la tête. Et le casting RH est rarement comme ça. Et reproduction de profil RH qui nuit à la fonction, puisque par faute de diversité, elle passe à côté de la plaque. Pour finir, je ne sais pas si j'ai tenu les délais, là pour le coup, on n'est pas dans un conduite du changement. Je ne veux plus qu'on utilise ce mot-là, parce que c'est exactement ce qu'on dit. Le changement donne l'idée qu'il y a un état zéro, le monde traditionnel, un état 1, le monde digital. Et les amis, faites des efforts pendant 3 ans, plan Perform 2020, et après vous pourrez aller à la plage et vous reposer. Malheureusement non. Le digital, avec cette fameuse loi de Moore qui fait flipper même les gens de la Silicon Valley, la vitesse du changement est permanente, c'est une veille permanente, c'est une capacité à évoluer de manière permanente, une remise en cause permanente. Donc on doit avoir un DRH hors les murs. C'est très bien les associations pro, mais le DRH aurait intérêt aussi à aller à l'association des DAF, à se faire des restos avec des DSI, à rencontrer des start-upers, etc. Donc demain, le DRH sera un DRH hors les murs pour une grande partie de son temps, pour sentir les tendances, pour capter les innovations, pour trouver les tests qu'il a envie de mettre en place en interne, et puis après, pour les importer et dire, les amis, DRH proactif, ce que vous disiez, plus réactif, j'ai senti un truc, essayons-le, et puis on verra bien, et là, la valeur ajoutée sera consacrée, l'ubérisation s'éloignera. Merci à tous.
Merci, voilà, il a fait la feuille de route là pour un moment. Merci à tous.